Salut YouTube, bienvenue dans cette rediffusion. Aujourd'hui, nous sommes le 18 janvier et je te présente un article vraiment très particulier, un article qui va explorer l'histoire d'un astre et pas n'importe lequel, puisque c'est l'histoire carrément de la Lune qui va être reconsidérée dans une nouvelle découverte qui a été faite récemment par des chercheurs qui s'intéressent à justement la chimie de la Lune, de quoi est composé notre astre. C'est un article qui nous vient de Sciences Post et qui raconte comment un nouvel échantillon lunaire a été caractérisé et avec l'interprétation des résultats, comment on peut essayer de faire des hypothèses sur le passé de notre astre, sur en particulier sa formation. Donc c'est hyper intéressant, c'est finalement comment en étudiant la matière, donc la chimie en général c'est, ou les disciplines des sciences de la matière plus généralement, comment en étudiant la matière, eh bien, on peut reconstituer l'histoire de nos astres. Je trouve que c'est drôlement intéressant. Et merci beaucoup pour le train de la hype qui vient de commencer les amis. Tchou tchou! Petit train de la hype qui se lance grâce à tous vos messages dans le chat et surtout au sub de Strixalba tout à l'heure. Merci encore une fois à toi. N'hésitez pas à contribuer mais si vous le voulez bien les amis au train de la hype, au financement de la chaîne. On a bien sûr le train qui est parti, mais vous avez le Ulule si jamais vous êtes plus amateur de donations indépendantes. Donc voilà, la Lune sans le soufre, tel est le titre que j'ai trouvé pour cette émission. Pourquoi ça sent le soufre? Parce que vous allez le voir, il s'agit du soufre comme élément du tableau périodique qu'on va tracer dans un échantillon lunaire. Mais d'abord, revenons à l'histoire derrière l'échantillon, une histoire qui est déjà super intéressante en soi. Mais Robin, votre nouveau rythme de stream est absolument incroyable! Oui, c'est vrai. Tout à fait. Je stream beaucoup. Je rappelle YouTube d'ailleurs que je stream 5 fois par semaine, du mercredi au dimanche, tous les matins. Donc voilà, passe quand tu veux, quand tu peux. N'hésite pas, ça fait plaisir de t'avoir et pour pouvoir échanger tout simplement avec les communautés et avec moi si tu as des questions, des recommandations, tout ça. On est tout oui. Titre génie fait par un génie, merci. Je suis très très fier de mon titre. Vous allez voir que ça sent le soufre dans les deux sens du terme. Bref, de quoi il s'agit? Il s'agit ici d'un échantillon très particulier, ramené, mais attendez, accrochez-vous bien, hein. C'est un échantillon ramené par la mission Apollo 17. C'était à une époque où quasiment personne du chat est né. Qui était né pendant Apollo 17? Qui était né? Qui était en vie en 1969 dans le chat? Question premier degré en fait. Franchement, qui était en vie en 1969? Allez, je vais dire 1972 pour être plus sympa. Parce que je crois que a priori Apollo 17, c'est cette période-là. Pas moi en tout cas. Moins 2 ans. Personne ne va répondre. Personne. Année érotique. Bien sûr. Il y a son père. Moi. Oh! On peut identifier les personnes un peu plus âgées du chat. Big up à vous, bien sûr. Incroyable. On a des seniors actuellement. On a des gens, on a des sages. Excusez-moi, c'est pas les seniors, c'est les sages. On a des sages dans le chat. Merci d'être là. Merci de représenter le savoir, la connaissance ultime qu'on va tous et toutes acquérir. Vous savez, plus on vieillit, plus on est sage, plus on acquiert des connaissances. Surtout si vous consommez du contenu comme celui de ma chaîne. Ça, c'est direct. Et surtout, si vous êtes plus vous êtes sub et plus vous apprenez et comprenez rapidement. C'est un truc que peu de gens savent, mais voilà, moi, je vous donne les tips. Bref, qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là? Et en fait, il y a eu des missions spatiales. Vous savez, Apollo, tout ça. Les Américains, ils vont sur la Lune, ils font les beaux gosses, machin. On a ramené des échantillons, on est trop fort. Bon, ils ont fait ça, quoi. Et ils ont ramené, dites-vous bien, pendant les missions Apollo, donc entre 69 et 72, ils ont ramené 382 Combien 382 kilos. Ça fait beaucoup de kilos de matière de Lune. Donc là, voilà, ça fait masse, hein. Masse. Ça fait masse. Beaucoup de masse. Mucho masse. Ok. Et donc, parmi tous ces échantillons ramenés, certains ont été analysés direct, en mode avec les instruments de l'époque. Ok. Et d'autres,
et d'autres ont été scellés. C'est ça qui est fou. Ils ont, à l'époque, ils étaient quand même un peu intelligents. Ils se sont dit, et si la technologie du turfu, ils étaient technosolutionnistes en fait à l'époque, ils se sont dit, dans le turfu, on aura des technologies encore bien meilleures pour faire de la caractérisation de la matière. Et si on scellait les échantillons sous atmosphère contrôlée, je pense que ça doit être probablement de l'azote ou un gaz rare, je sais pas. Mais voilà, ils se sont dit, on va faire en sorte de conserver les échantillons dans des conditions de conservation qui soient acceptables, qui ne détériorent pas l'échantillon, de sorte à ce que dans le turfu, il y a des scientifiques du turfu qui vont faire les analyses à notre place avec des instruments du turfu, quoi. Ils ont fait ça, les Boog. Et c'est pourquoi, il y a quelques temps, on a ressorti un vieil échantillon scellé pour l'analyser avec des techniques de pointe. Les scientifiques, bien sûr. Ils ont mis du temps. Ils ont mis du temps, mais c'était volontaire. C'était volontaire. Plutôt que de tout analyser immédiatement, certains ont pris la décision audacieuse. Ils ont scellé une partie d'échantillons dans des tubes sous atmosphère contrôlée. Voilà, pour les générations futures. Un demi-siècle plus tard, ce pari s'avère payant et de manière spectaculaire. Voilà. Ça, vous allez voir les résultats, c'est une dinguerie. On a enfin découvert les premières traces de vie extraterrestre. C'est faux. Fake news. Une anomalie qui défie toutes les attentes. Alors, le fameux tube en question, il porte le doux nom de 73001/2. Voilà. Parce que bon, fallait bien un code à l'époque pour nommer les tubes. Alors je sais pas, ne me demandez pas pourquoi il s'appelle comme ça, c'est comme ça. Ok. Et bref, ce fameux tube a été récemment ouvert pour analyser à l'intérieur des poussières lunaires, des fragments, et plus précisément des fragments de troilite. Ok. Alors vous dites, mais c'est quoi ça, les troilites? C'est le minéral du troll, presque. La troilite, c'est un minéral qu'on retrouve sur Terre, dans la croûte terrestre, mais qui n'est pas très abondante sur Terre. En réalité, la plus grande caractérisation des troilites, là où on les trouve les plus souvent, la troilite, c'est dans les météorites. Et ouais, la troilite, c'est souvent un minéral qu'on retrouve davantage dans les roches, dans les cailloux de l'espace. Ok ? Sur Terre, ça peut se trouver, mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus très très abondant. La majorité du temps, c'est dans l'espace que ça se trouve, enfin, plutôt dans des cailloux de l'espace. Troilite, ça vient de Domenico Troili, un abbé. Voilà. Je sais pas s'il y a des abbés dans le chat. Big up à tous les abbés qui nous écoutent. On sait jamais. Merci d'exister. Merci d'être là. Je pense que la religion, c'est important. Non, c'est pas vrai. Enfin, si, c'est un peu vrai. Enfin, bon, bref. Débat. Débat dans le chat. Sondage en cours. Bref. Domenico Troili qui a découvert le minéral au XVIIIe siècle. Astronome italien, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, bref. Donc, qui a donné son nom à ce minéral qui s'appelle la troilite et qui est un minéral intéressant parce qu'il est composé de fer, bon, d'une part, ok, c'est cool, mais surtout de soufre. C'est un peu un dérivé de la pyrite pour ceux qui sont un peu des géologues dans l'âme. Je pense à Chapreneuil dans le chat, par exemple. Voilà, c'est exactement ce que dit Chapreneuil. En plus, sur Terre, on retrouve un minéral aussi à base de fer et de soufre qui est plus connu des géologues, qui s'appelle la pyrite, mais qui n'a pas tout à fait la même composition chimique. Là où la pyrite, elle est faite pour chaque unité de pyrite, c'est un atome de fer et 2 atomes de soufre. Ici, la troilite, c'est un atome de fer et un atome de soufre ensemble. C'est de formule chimique très très simple. Hein. La troilite, c'est juste un atome de fer et un atome de soufre, l'unité de base de ce minéral-là. D'accord ? Grosse concentration de troilite sur ex-Twitter, je suis tout à fait d'accord. Alors c'est bien troilite, enfin si on le prononce à la française, il y a un i tréma. C'est comme ça qu'on dit les 2 points, c'est tréma. Non, je me souviens plus. Si, c'est ça. J'ai un doute là. Les Français du chat, si vous pouvez me répondre. Enfin les Français, les francophones. Oui, tréma, ok.
Bon bref, la troilite qui du coup est de composition vraiment très simple chimiquement parlant, c'est un atome de fer et de soufre. Alors vous vous dites qu'est-ce que j'en ai à foutre que ça soit comme ça? Bah en fait il y a du soufre et c'est le soufre qui va être l'élément central. C'est pour ça que j'ai appelé le titre La Lune sans le soufre. Le soufre qu'on va analyser au sein des... On va analyser le soufre au sein de ces poussières lunaires qui sont encapsulées, je vous rappelle, hein, qui étaient encapsulées pendant des décennies dans des tubes. Et c'est le soufre qu'on va méticuleusement analyser. Alors quand je dis méticuleusement analyser, en fait, pour être plus précis, on va faire ce qu'on appelle l'analyse des rapports isotopiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Petit point sur l'isotopie, ça aussi on le fait souvent sur la chaîne, mais c'est important de le rappeler. Les isotopes, ça désigne les différentes versions d'un même élément du tableau périodique. Ici, on parle du soufre, ok? Le soufre, c'est un élément du tableau périodique. C'est le 16e. Regardez, il est là. Il est là, il est relativement abondant dans la vie. Le soufre, c'est un élément dont le vivant a besoin pour pouvoir vivre. On le retrouve dans plein de molécules hyper nécessaires pour le fonctionnement des organismes, le soufre. Et on le retrouve bien sûr aussi, surtout dans les milieux volcaniques. C'est très connu des volcanologues et même du grand public qui a l'habitude de faire ce genre d'exploration. Le soufre, un élément qu'on retrouve de manière assez abondante de manière générale. Mais bref, c'est pas le sujet. Le soufre, c'est un élément et comme tous les éléments, il existe différentes versions de cet élément. Et ces différentes versions, c'est ce qu'on appelle les isotopes. Non, les isotopes, presque. C'est les isotopes, c'est les différentes versions. Alors, qu'est-ce qui change entre toutes les versions du soufre? Ça va être en réalité le nombre de neutrons qu'il y a à l'intérieur de l'atome. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que c'est pas nécessairement utile pour la suite. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le soufre, on peut l'analyser, on peut analyser ses différentes versions, ses différents isotopes. Et là, les isotopes qui nous intéressent, c'est principalement deux. C'est la version 33 et la version 34. Alors, c'est quoi la différence? C'est qu'il y a juste un neutron de différent. La version 34 du soufre, elle est un peu plus lourde, il y a un neutron de plus. Ok. Pour ceux qui veulent en savoir plus, pourquoi 33-34? Parce que 33 et 34, c'est la somme des protons et des neutrons qui sont dans l'atome considéré, dans le noyau considéré. Mais bon, bref, ça, vous n'avez pas besoin de retenir. Tout ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a deux versions de soufre qui sont étudiées précisément, c'est le 33 et le 34. En réalité, si je veux être plus précis que ça, il y a aussi le 32 qui sert un petit peu de référence, qui est le soufre, on va dire, le plus commun. Il me semble que le soufre... L'isotope du soufre le plus abondant, il me semble que c'est le 32, mais à vérifier. Conditions de travail dans l'extraction du soufre en Indonésie sont abominables, ouais. Et je pense pas qu'en Indonésie d'ailleurs, mais oui, l'Indonésie qui est, Chapronoï pourra vous le dire mieux que moi, l'Indonésie qui est un pays hautement actif sur le plan volcanique, eh bien, est aussi un pays qui du coup a beaucoup de ressources en soufre qui affleurent au niveau des volcans. Et il y a une exploitation de la main-d'œuvre là-bas qui est désastreuse. On en avait fait un live avec Chapronoï, justement, on en avait parlé de ça. Voilà, il y a Chapronoï qui précise de faire attention si vous manipulez des objets en soufre, évitez parce que il y a un risque de production d'acide sulfurique. Volcan Kawaïgen, tout à fait, c'était le live qu'on avait fait sur le sujet. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, ils ont récupéré, ils ont ouvert pour refaire l'histoire. Nos amis chercheurs ont ouvert un échantillon récupéré de la mission Apollo 17. Cet échantillon contenait de la troilite et ils ont analysé au sein des grains la répartition du soufre. En fait, ce qu'ils ont comparé, c'est à quel point le soufre 33 était plus ou moins abondant par rapport au soufre 34. C'était surtout une comparaison 33-34. Et en fait, alors quelle découverte ils ont fait? Alors déjà, à quoi ils s'attendaient? En fait, il y a une hypothèse. De base, on pensait que les valeurs de soufre 33 et 34 qu'on allait trouver allaient être semblables à celles de la Terre. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a un scénario dans lequel
Il y a un scénario qui est même le scénario consensuel aujourd'hui, même s'il pourrait être remis en question à la lueur de certaines analyses. Le scénario, c'est le scénario de la formation de la Lune. Comment la Lune s'est formée aujourd'hui? Et un des scénarios, enfin on va dire le scénario qui aujourd'hui fait consensus dans la commu, c'est le fait que dans le passé, il y avait une sorte de... il y avait un corps de taille planétaire, relativement semblable à une planète, d'ailleurs de la taille de Mars, qui aurait impacté la prototerre. Donc c'est ce que je vais vous montrer là, c'est une simulation ici, une simulation de ce scénario-là. Donc c'est la simulation dans laquelle vous avez une prototerre ici à droite qui va, vous allez le voir, être impactée par un impacteur géant ici, qui est de la taille grosso merdo de Mars. Cet impacteur, en fait, il a même un nom, il s'appelle Theia dans le scénario. Et en impactant la Terre, vous allez le voir, ça va générer tout un tas de débris en orbite. Et ces débris vont se recombiner, si vous voulez, vont se rassembler ensemble sous la force de la gravitation, de sorte à former après la Lune telle que nous la connaissons aujourd'hui, quoi. Donc ça, c'est un scénario qui est pas mal défendu par la commu. C'est pas voilà, c'est pour le moment c'est ce qui fait consensus au regard de ce qu'on sait, de ce qu'on a comme information chimique sur les échantillons lunaires. C'est entre autres grâce aux missions Apollo justement et l'analyse des échantillons lunaires qu'on a pu consolider ce scénario. Et donc là vous voyez plusieurs fois en fait le même scénario qui est montré sous différents angles. Mais voilà, faut imaginer qu'on se retrouve effectivement avec un impact, deux corps qui sont en formation. Il y en a il y a une partie de la matière qui va retomber sur la Terre pour former la Terre telle qu'on la connaît. Et après, une autre partie de la masse qui va rester en orbite, qui va récolter tout ce qui reste en orbite pour former la Lune. Salut Awaki, bienvenue. Cordon ombilical un peu, ouais. Donc ça, c'est aussi une simulation informatique. Ça vous donne juste une représentation visuelle de ce qui a pu arriver. Mais encore une fois, c'est pas nécessairement le seul scénario possible pour expliquer comment la Lune s'est formée. D'accord ? Et donc ce scénario-là, on pense que c'est ça. Alors parmi les indices qui nous laissent penser que ça peut être ce scénario, il y a à la base les isotopes de l'oxygène. Alors je vais pas m'étendre dessus parce que je connais pas assez bien. Mais en gros, quand on a analysé non pas le soufre à la base, mais l'oxygène, donc ça c'était des analyses qui ont été faites avant. L'oxygène, la manière dont l'oxygène est réparti dans les échantillons lunaires est semblable. Les isotopes de l'oxygène tels qu'ils sont sur les échantillons de Lune sont semblables aux isotopes tels qu'ils sont dans les échantillons sur Terre. Donc ce qui laisse penser que les deux astres en fait partagent une matière qui est semblable. Autrement dit, il y a eu de la matière terrestre qui a servi à faire la Lune, quoi. Donc ça montre qu'il y a bien une histoire commune entre les deux astres et donc ça permet de soutenir l'idée qu'un impacteur ait pu justement jouer un rôle dans le fait de mélanger, pour faire la Lune, de faire un mélange Terre. Pour la Lune, en gros, une partie de la Lune serait faite de matière terrestre. Il y avait la Terre déjà à l'époque de cette collision-fusion. Ouais, c'était une proto-Terre, si tu veux, qui commençait à être formée, mais elle était encore dans un état très primitif. Elle n'avait pas eu le temps de se refroidir entièrement pour avoir des continents, une atmosphère et compagnie. Bon bref, je suis revenu sur ce scénario parce que vous allez le voir, avec l'analyse du soufre, eh bien on peut avoir soit une interprétation qui consolide ce scénario, soit une autre interprétation qui n'a pas besoin de ce scénario-là, mais d'un autre scénario. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet, grâce à l'analyse du soufre, vous allez le voir, de rediscuter de cette hypothèse-là et de voir si on ne peut pas imaginer autre chose, une alternative à la place. Revenons sur le soufre. Ce soufre dont on va analyser du coup deux versions. Il y a la version 33 et la version 34. Et en fait, ce qui a été remarqué au sein de l'échantillon, c'est que il y a un peu deux
il y a un peu deux, on va dire comment on pourrait appeler ça. Au sein d'un même échantillon, vous allez vous retrouver avec deux sources différentes de soufre. Voilà, on va parler de sources, deux sources différentes de soufre. Vous avez une partie de l'échantillon qui lui contient un soufre qui est très réduit en source, appauvri, voilà, c'est le terme que je cherchais. Il y a une partie de l'échantillon qui est très appauvrie en soufre 33, tandis qu'il y a une autre partie qui est dans des niveaux normaux par rapport à ce qu'on attend sur Terre, d'accord? Et ça, on s'y attendait pas. En gros, on s'attendait à trouver du soufre autant en termes d'isotope, en termes de ratio isotopique, on s'attendait à trouver des valeurs de soufre 33 qui soient similaires au soufre 33 terrestre. On s'attendait à trouver ça partout dans l'échantillon. Et en fait, plot twist, non. On a bien deux valeurs différentes en fonction de où est-ce qu'on regarde dans l'échantillon. On va avoir deux valeurs de soufre 33 différentes. Des valeurs qui se rapprochent de celles terrestres à certains endroits de l'échantillon et des valeurs qui, au contraire, sont bien plus basses que les valeurs terrestres. Et donc à partir de là, il y a deux scénarios qui permettent d'expliquer pourquoi finalement on est dans une hétérogénéité. Là on parle d'hétérogénéité isotopique, c'est-à-dire que selon l'endroit où tu regardes dans l'échantillon, tu n'as pas la même valeur des rapports isotopiques. Donc comme tu n'as pas les mêmes valeurs, bah en fait tu penses que les deux matériaux, ils ont une origine qui sont différentes. Il y a un matériau qui provient d'une source et l'autre qui provient d'une autre source. D'accord ? Il n'y avait pas une région où on retrouve des vestiges de roches lunaires aussi? C'était pas dans un cratère au Mexique? Là, ça me dit rien comme ça. Tu veux dire sur Terre, on a une zone où on avait trouvé des objets qui pourraient venir de la Lune. Alors moi, tout ce que je peux te dire à l'unanimosité, c'est que des objets qui nous viennent de la Lune, des fois, il y en a qui tombent. On peut avoir des météorites lunaires qui sont récupérés au niveau du sol. On le sait par rapport à la trajectoire de chute des météorites, ou même plutôt et surtout par rapport à la composition chimique. Aujourd'hui, lorsqu'on a une météorite, c'est-à-dire un objet qui est tombé au sol, un objet qui provient du ciel et qui est tombé au sol, donc une météorite, grâce à l'analyse chimique, on peut être capable de connaître l'origine. Est-ce que ça vient de la Lune? Est-ce que ça vient de Mars? On a des météorites martiennes, par exemple. Voilà. Bref, revenons sur notre histoire de formation de la Lune, enfin plutôt de roches lunaires. C'est quoi les deux scénarios pour expliquer cette différence? Je rappelle, l'information, le résultat principal de l'étude, c'est quoi? C'est que vous avez au sein de l'échantillon, encore une fois, deux sources de soufre différentes. Une source qui s'apparenterait à celle de la Terre, en gros qui a les mêmes rapports isotopiques en soufre que celui de la Terre, et une autre source qui elle a des rapports isotopiques pour le soufre 33 qui est plus bas, d'accord? Plus bas. Donc ça, et c'est ça qui était bizarre, c'est de se dire on pensait avoir quelque chose d'homogène alors que non, c'est pas homogène, le soufre il est réparti de manière hétérogène. Donc on a après, face à ce résultat, les scientos ils sont en mode purée, comment on explique ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Parce que avoir des informations scientifiques c'est bien, mais les interpréter correctement, c'est mieux. L'objectif, c'est quand même de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de notre système solaire, dans l'histoire de la Terre, dans l'histoire de la Lune. Le but, c'est qu'à partir de ces informations scientifiques, on arrive à tisser quelque chose de cohérent pour expliquer comment on en est arrivé à là, quoi. C'est le but des sciences naturelles de manière générale que de créer une histoire, d'imaginer un scénario à partir des quelques éléments qu'on trouve. À l'instar un petit peu d'un enquêteur qui, à partir des quelques éléments qu'il a, essaye de refaire l'histoire. Donc là, il y a deux scénarios qui s'opposent un peu. Enfin bon, disons qu'ils peuvent être dans une certaine mesure considérés tous les deux. Mais pour expliquer en tout cas, pour expliquer la différence de soufre qu'on a au sein de l'échantillon lunaire, eh bien, il y a deux scénarios. Il y en a... je vais parler du premier, c'est celui qui est en lien avec la formation avec Theia, justement. Je commence par lui parce qu'on a déjà commencé à en parler, donc on reste sur le même sujet. Le premier invoque
l'histoire de Theia, donc ce que je vous ai décrit tout à l'heure, je vous remets l'animation si vous voulez. Hop, comme ça, ça illustre. Donc le premier des scénarios, c'est celui basé sur justement la collision. La collision entre Theia, qui est le nom de l'impacteur ici, je rappelle, que vous voyez à gauche, l'impacteur qui a impacté la prototerre. Et suite à cet impact-là, il y a eu de la matière mise en orbite et cette matière après a pu se recombiner pour former la Lune. Donc ça, c'est le premier scénario pour essayer d'expliquer le soufre. Alors là, vous allez me dire, bah là, t'as pas donné d'explication. Non. Pourquoi pourquoi il y aurait ce scénario marcherait? Parce que si on imagine que Theia, mais en fait, on connaît pas bien Theia, on connaît pas on sait pas puisque le corps a disparu. Mais si on imagine que Theia, du coup, l'objet que vous voyez à gauche ici, si on imagine que Theia avait une quantité de soufre, des rapports isotopiques de soufre différents, et en particulier du coup plus bas que ceux de la prototerre, bah, on peut imaginer qu'au moment de l'impact, regardez là, paf, ça pète. Lorsque la Lune se forme, comme la Lune est formée, comme la Lune après va se former à partir de bouts de prototerre et de bouts de Theia, alors si Theia est fait de soufre appauvri, alors le mix, le mélange, bah, tu auras des mélanges entre des bouts de Theia qui seront appauvris et des mélanges des bouts de prototerre qui ne seront pas appauvris. Donc voilà une des hypothèses, un des scénarios pour expliquer comment dans les échantillons lunaires, pourquoi dans les échantillons lunaires on retrouve une différence. Parce que peut-être l'impacteur lui-même était déjà appauvri et donc au moment où il y a l'impact, avec les petits bouts qui vont se recoller, bah, tu vas avoir à la fois des petits bouts de prototerre plus des petits bouts de Theia qui vont être raccolés ensemble et donc un mélange de sources de soufre qui sont différentes. Ok ? Donc ça, c'est une première manière d'expliquer pourquoi on obtient ces différences de soufre. C'est utiliser le scénario de Theia en faisant une hypothèse sur la nature du corps de Theia. En gros, il faudrait admettre que Theia ait du soufre, ait une quantité de soufre 33 plus basse que les autres corps. Faire une hypothèse comme ça, c'est aussi du coup admettre qu'il y a des mécanismes qui expliqueraient qu'au début, il y a 4,5 milliards d'années, parce que là, cet événement, je ne l'ai pas précisé, mais ça a lieu dans les premiers âges de notre système solaire, donc il y a environ 4,5 milliards d'années. Et donc il faudrait derrière expliquer pourquoi Theia serait aussi peu chargée en soufre 33, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les mécanismes qui seraient derrière ça, quoi. Pas de corps, pas de crime. C'est ce que dirait exactement un enquêteur. Ah mais c'était bien Theia l'impacteur dans un des scénarios, je me disais aussi. Oui, dans un des deux scénarios, c'est ça. Dans le deuxième scénario, c'est un scénario où on n'a pas besoin d'invoquer Theia, même si Theia pourrait être là, on n'a pas besoin de l'invoquer. Dans le deuxième scénario, ce qui pourrait jouer, c'est un phénomène un peu particulier. Je vais rentrer un peu dans le détail, mais pas trop non plus, pour pas que ça devienne trop précis et trop chiant surtout. Pas qu'on devienne trop scientifique non plus. Le deuxième scénario, c'est quoi? C'est un scénario où là, vous oubliez un peu Theia. C'est pas important pour l'histoire. Ce qui est important de comprendre, c'est au début, lorsque la Lune se forme. Lorsque la Lune est en train de se former. Donc ça serait après l'impacteur Theia s'il y a Theia, ou sinon c'est sans impacteur. On s'en fout. Mais imaginez que la Lune est au tout début de son histoire, donc elle est très chaude. Pourquoi? Parce que c'est encore le début du système solaire. La Lune a été formée donc soit via l'impacteur qui a conféré beaucoup d'énergie, donc qui a chauffé beaucoup le corps, soit parce que la Lune s'est formée par collision de poussière les unes sur les autres, et avec toutes ces collisions, le corps a fini par chauffer et à être à des températures très très chaudes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce scénario-là, donc on est au tout début de la formation de la Lune est très chaude et à l'état de fusion, mais ça c'est le cas des planètes aussi au début de leur formation, d'accord? C'est un état de fusion, et la Lune, à cette période-là, a pu connaître une atmosphère. Bon, une atmosphère pas comme l'atmosphère de la Terre aujourd'hui, d'accord? Pas aussi concentrée, ça reste une atmosphère qui est ténue, mais la Lune aurait pu avoir une petite atmosphère très fine, mais une atmosphère quand même, qui aurait contenu, par exemple, des molécules soufrées. D'accord? Pourquoi? Parce que le corps, il est tellement chaud qu'il va aussi dégazer, il va dégazer une partie de sa matière sous forme de molécules
organiques comme des molécules organiques soufrées. Le soufre a cramé. C'est un peu ça, si tu veux, c'est que le corps il est tellement chaud que derrière, enfin à côté, il se refroidit au contact de l'espace qui est froid, certes, mais il a le temps de... Enfin, il va émettre des gaz, quoi. Le corps va émettre des gaz de toutes parts et donc va former une atmosphère. Et il faut imaginer que dans cette atmosphère, il y a encore une fois des gaz soufrés, donc des molécules de gaz à base de soufre. Et en fait, on connaît aujourd'hui, on sait qu'il y a des mécanismes, on arrive à l'identifier physiquement, il me semble qu'on l'a déjà observé, c'est pas que modélisé, c'est aussi observé. On sait que le soufre, quand il est soumis au rayonnement, et là c'est le rayonnement du soleil dont on parle, imaginez, il y a 4,5 milliards d'années, on a notre soleil, le soleil émet des radiations, émet des UV, et on sait que les UV du soleil, ils peuvent altérer, ils peuvent transformer, ils peuvent, on va dire, interagir, on va dire ça comme ça, les UV du soleil vont interagir avec les molécules de soufre dans l'atmosphère de la Lune. Ok ? Et cette interaction, sans rentrer dans les détails, cette interaction, elle va permettre au soufre le plus léger, donc la version 33 du soufre, cette version 33 du soufre, elle va se barrer davantage de la Lune. En fait, qu'est-ce que ça va faire, cette interaction entre les UV et l'atmosphère? Ça va faire en sorte de se débarrasser du soufre 33 et de laisser derrière, au sein de la Lune, plus de soufre 34. Donc ça va créer, au niveau de la surface de la Lune, ça va appauvrir. C'est un mécanisme vraiment de surface. Il faut imaginer que ça se joue au niveau de la surface lunaire. Au niveau de la surface lunaire, ça va faire en sorte d'appauvrir la surface de la Lune en version 33 et au contraire de l'enrichir en 34. Préférentiellement, c'est le 33 qui va se barrer de la Lune, qui va s'échapper de l'attraction de la Lune, si vous voulez, alors que le 34, lui, il va se concentrer sur la croûte, au niveau de la Lune. Bon dimanche, à plus Maliemka. Bon courage. Et salut à Essiam. Je vous referai l'explication plus générale à la fin, pour vous faire un résumé pour ceux qui ont du mal à suivre. Ça là, c'est la partie vraiment technique un peu compliquée de l'article. Donc, l'idée, c'est que la surface de la Lune, elle se voit enrichir en 34, en soufre 34, et l'isotope 33, par contre, il est appauvri. Ça s'arrête pas là. Ce qui se passe après, c'est que si on s'arrête là, admettons qu'on s'arrête là, après la Lune refroidit, machin, 4,5 milliards d'années plus tard, la mission Apollo, on récupère l'échantillon de la surface et on regarde. Si on s'arrêtait là, on ne devrait voir à la surface que de la version du soufre 33 appauvri. On devrait voir dans les échantillons récupérés par la NASA, on ne devrait voir que du 33 appauvri. Donc ça c'est si on arrête le scénario là. Pour que le scénario qu'on voit actuellement, pour que les valeurs qu'on voit dans les échantillons fonctionnent, c'est-à-dire un mélange entre des parties de l'échantillon qui sont appauvries en 33 et d'autres qui ne sont pas appauvries, il faut qu'il y ait un mélange, il faut ce qu'on appelle un mixing. En gros, il faut qu'il y ait un mélange entre la surface de la Lune qui est, elle, appauvrie, et l'intérieur, le manteau lunaire qui, lui, n'est pas appauvri parce qu'il ne connaît pas ce phénomène d'appauvrissement. Donc, pour qu'un tel scénario soit justifiable au regard de ce qu'on voit dans les échantillons aujourd'hui, il faut qu'il y ait des mécanismes géologiques inconnus à ce jour, mais il faut qu'il y ait des mécanismes géologiques, même s'ils sont inconnus à ce jour, on peut éventuellement les imaginer. Il faut qu'il y ait des mécanismes qui puissent faire le mélange entre le manteau lunaire et la croûte lunaire, si vous voulez. Je rappelle, la croûte, elle serait appauvrie en 33, alors que le manteau, lui, n'est pas appauvri. Donc, si vous avez des mécanismes géologiques qui permettent de faire un mélange, de mélanger un peu tout ça, de mélanger à la fois ce qui est appauvri de ce qui n'est pas appauvri, alors vous vous retrouvez avec les échantillons qu'on a aujourd'hui, qui sont un mélange des deux. Je rappelle, les échantillons qu'on a trouvés aujourd'hui, c'est un mélange des deux. C'est un mélange d'appauvrir en 33 et de pas appauvrir en 33. Pour que ce mélange, il soit tel qu'on l'observe, il faut absolument qu'on ait des mécanismes géologiques au niveau de la Lune qui permettent de faire ce mélange entre une surface qui est appauvrie et un manteau qui ne l'est pas. Sauf que le problème, c'est que la Lune,
c'est pas un corps connu pour être géologiquement très actif. Donc il faudrait réussir à modéliser d'une manière ou d'une autre un mécanisme de mélange qui jusqu'à maintenant n'a pas été vraiment très identifié, n'est pas vraiment très connu. Salut Drakeos. Comment ça va Robin? Il faudrait trouver une manière de fonctionnement de la Lune qui permette ce mélange. Mais aujourd'hui, on manque un peu de... On manque on va dire de modèles qui permettent de justifier ça. Ok? Voilà, fin de... Ça, c'était le deuxième scénario, qui est le plus compliqué à appréhender, mais qui permet aussi de vous montrer comment les scientifiques, ils posent des hypothèses, comment ils peuvent étayer des scénarios pour essayer d'imaginer autre chose que le scénario mainstream, qui est celui avec Theia. Ok? Je vous refais très rapidement un résumé des deux scénarios, pour ceux qui viennent d'arriver, et puis pour essayer de remettre un petit peu les points sur les i sur ce qui est important de comprendre là-dedans. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a vu dans des échantillons rapportés de la Lune, on a vu des différences au niveau de la quantité de l'isotope, les quantités de soufre 33. D'accord ? Le soufre n'est pas réparti de manière homogène au sein des échantillons. Au sein de l'échantillon, vous avez des endroits où il y a plus de soufre 33 et d'autres où il y en a moins. Maintenant, il faut expliquer comment ça se fait que scientifiquement, on se retrouve avec des échantillons qui soient inhomogènes. Deux scénarios. Premier scénario, c'est le fameux impacteur Theia. Peut-être que Theia aurait été faite d'un soufre 33 moins important et donc au moment de l'impact, tout ça se mélange et après tu te retrouves avec finalement une lune qui est un mélange des deux. Deuxième scénario, c'est des mécanismes un peu particuliers qui ont lieu au niveau de la surface, au niveau de l'atmosphère et la surface de la Lune. Au tout début, lorsque la Lune se refroidit, on va avoir une surface qui va être appauvrie en 33, alors que l'intérieur de la Lune va rester riche en 33. Mais après, pour que ça marche, il faut qu'il y ait des mécanismes géologiques qui fassent le mélange entre la croûte et le manteau, de sorte à ce qu'on se retrouve avec des échantillons qui possèdent à la fois des parties riches en 33 et d'autres moins riches en 33. Le problème, c'est que ce type de mécanisme n'est pas encore bien connu et pas encore modélisé. Du moins, il faudrait réussir à le justifier scientifiquement parlant. Dans tous les cas, les scientifiques ne peuvent pas trancher entre les deux scénarios. On a envie de pencher plutôt sur le premier parce que c'est le scénario mainstream avec l'impacteur qui s'appelle Theia qui vient frapper la prototerre et en frappant la prototerre, vous avez plein de poussières et ces poussières vont se mélanger entre elles. On a envie d'y croire parce que c'est le scénario un peu mainstream, consensuel chez les scientos. Mais en fait, même dans ce scénario-là, il faudrait justifier pourquoi Theia, elle est si appauvrie en 33, quoi. Donc bref, les chercheurs dans leur article ne tranchent pas entre l'une ou l'autre des hypothèses. Les chercheurs laissent les deux hypothèses ouvertes en mode voilà, on observe des bizarreries, on observe quelque chose de très bizarre sur le soufre, concernant le soufre lunaire. On a deux scénarios, on ne sait pas trancher, mais voilà, au moins on a deux possibilités. Maintenant, il faudrait faire plus d'études, peut-être c'est maintenant au tour des modélisateurs d'essayer de chercher à modéliser certains mécanismes qu'on n'avait pas modélisés jusqu'à maintenant. Bref, il faut continuer d'explorer la matière lunaire, d'essayer de la caractériser pour éventuellement trancher entre l'un ou l'autre, quoi. Maintenant, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que voilà, la science est en perpétuel avancement, au sens de, les scientos, ils apportent des éléments, mais les éléments ne permettent pas toujours de trancher la solution. Aujourd'hui, voilà, dans ce papier, ce qui est super intéressant, c'est de voir une bizarrerie, quelque chose qui n'était pas attendu, et on voit le travail d'interprétation scientifique derrière qui est de se dire, on voit une bizarrerie, comment on essaie de la justifier? Deux scénarios possibles, on ne peut pas encore trancher, mais on espère que dans le turfu, avec les nouvelles caractérisations qu'on peut faire des échantillons d'anciens échantillons de Lune par exemple, ou peut-être de futurs échantillons ramenés des missions Artemis par exemple, peut-être on pourra trancher entre l'un ou l'autre des scénarios. Voilà. C'est tout ce qu'il faut retenir de cet article, c'est la démarche derrière la réflexion scientifique autour de comment interpréter
des données qui sont pas simples à interpréter parce que il y a plusieurs scénarios qui sont possibles pour arriver à une même fin, quoi. Nous, ce qu'on observe, malheureusement, ce n'est que la fin d'un processus, ce n'est que la fin des processus de formation, d'évolution, de transformation. Et on obtient un résultat final qui est « Regarde comment elle est, la poussière lunaire. Comment tu fais pour justifier l'état de cette poussière ?» Bah voilà, on a des scénars. Maintenant, essayons de discriminer l'un ou l'autre au regard de ce qu'on sait autre part. Donc le soufre nous apporte des informations, mais malheureusement, on ne peut pas trancher. Voilà, c'est tout pour cet article. Je vais m'arrêter là, comme ça je peux dire au revoir à YouTube et ça fait une rediff pas trop longue. Et après je réponds à vos questions dans le chat éventuellement et à vos remarques. Je vous fais des bisous les amis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris au moins grosso modo de quoi il en retournait, même s'il y a des mécanismes physico-chimiques que vous n'avez pas compris, c'est pas très grave. L'important c'est que vous ayez compris un petit peu les enjeux et le bail derrière cet échantillon. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission YouTube. Merci d'être là, n'hésite pas à passer en live, je stream du mercredi au dimanche tous les matins. Et je te dis, voilà, je te souhaite une excellente journée et voilà. Prends soin de toi et prends soin du rock'n'roll surtout. Ciao!